Enfin, dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat, nous avons commencé à répondre aux urgences et à préparer l'avenir avec lucidité sur les défis persistants. À Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien, des embouteillages devenus monstres. Je disais, à Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien, des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuse, fondée sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, s'il vous plaît, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa, tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Ainsi, le projet d'extension de la ville vers la cité industrielle de Maluku sur 430 km², dont une première phase de 75 km² entrera en exécution dès le premier trimestre 2026. Sur 5 ans, il prévoit la construction de 1200 usines, dont 160 dès 2026, afin de décongestionner la capitale, créer des emplois
améliorer la desserte en eau et en électricité et organiser plus efficacement la gestion urbaine. Ce projet répond à une exigence de bon sens. Repenser l'espace de croissance de Kinshasa pour restaurer la fluidité, la sécurité et la dignité de la vie urbaine. En parallèle, le guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC, expérimenté à Kinshasa, sera déployé dans plusieurs grandes villes, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, Kananga, Kisangani, Mbandaka, afin d'encadrer l'urbanisation, lutter contre le désordre foncier et sécuriser les investissements immobiliers conformément aux exigences du nouveau Code de l'urbanisme et de la construction. Notre ambition est de faire émerger des villes mieux planifiées, plus propres, plus fluides, plus sûres et plus humaines. Des villes où la croissance démographique ne rime plus avec chaos, mais avec opportunité, où l'urbanisme redevient un outil de prospérité, de cohésion sociale et de qualité de la vie. C'est à cette condition que Kinshasa et nos grandes agglomérations pourront pleinement jouer leur rôle de moteurs économiques et de symboles vivants de la modernité congolaise. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, une nation ne se mesure pas à la seule progression de son produit intérieur brut, mais à la manière dont elle accueille ses enfants à l'école, soigne les malades à l'hôpital, traite ses agents publics et protège les plus vulnérables. En dépit des défis et des dysfonctionnements structurels hérités de décennies de gouvernance défaillante, l'année 2025 a été pour notre système éducatif celle des réformes de fond et de l'exécution des engagements sociaux issus du dialogue d'août 2024 avec les organisations syndicales. Au niveau de l'éducation de base, nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement primaire et amélioré de façon tangible les conditions de celles et ceux qui l'apportent au quotidien, les enseignants. Ainsi, le gouvernement a accordé un supplément de 100 000 francs congolais sur le salaire de chaque enseignant. Payer des différentes primes spécifiques, dont la prime de gratuité pour les enseignants du primaire, la prime des agents et cadres des services centraux de l'éducation nationale et la prime spéciale des inspecteurs. Nous avons engagé un vaste toilettage du fichier de paye pour régulariser la situation des enseignants non payés. Nous avons mis à la retraite 1100 enseignants du primaire âgés de 75 à 82 ans, désormais pris en charge par la SENSAP. Nous avons également régularisé la situation administrative de 2273 écoles publiques qui fonctionnent depuis des années sans acte juridique, levant ainsi les obstacles à leur mécanisation et à leur budgétisation. Nous avons également élaboré un statut particulier du personnel enseignant, alignant leurs droits sur ceux des agents de carrière de service public de l'État. Dans le même esprit, nous avons investi massivement dans les infrastructures scolaires. 1384 écoles ont été construites à travers le pays, dotées de 254 676 bancs et pupitres. Plus de 80 espaces temporaires d'apprentissage ont été installés pour les enfants déplacés par les guerres ou les catastrophes naturelles, afin que l'école les accompagne même dans l'épreuve. Aussi, une stratégie nationale d'alimentation scolaire a été adoptée pour lutter contre la faim à l'école et améliorer la rétention des élèves. Notre ambition ne se limite pas à l'accès
elle vise l'excellence. C'est dans cet esprit que nous avons lancé la refonte des programmes, adopté une stratégie nationale de formation continue pour les enseignants du secondaire et engagé la rationalisation des bureaux gestionnaires afin d'instaurer une gouvernance plus lisible, sobre et performante du système. Je veux également souligner un motif de fierté nationale. Notre pays est l'un des premiers en Afrique à avoir mis en place un système de correction de l'examen d'État basé sur les technologies modernes et l'intelligence artificielle, ainsi que le lancement du diplôme électronique sécurisé par la technologie blockchain, renforçant la fiabilité des résultats et la lutte contre la fraude documentaire et assurant aussi une meilleure reconnaissance internationale des diplômes. En 2026, nous franchirons une nouvelle étape. Dans le cadre du PDL 145 territoires et de ses programmes complémentaires, le gouvernement prévoit de construire plus de 1000 écoles supplémentaires. Il mettra en service 4 grands instituts de formation au métier de l'enseignant et numérisera les services éducatifs et la chaîne de paye au moyen d'une carte biométrique multifonctionnaire. Enfin, déploiera à grande échelle l'enseignement à distance. Ainsi, la gratuité prend tout son sens. Une école accessible, mieux équipée, mieux encadrée, plus moderne. S'agissant de l'enseignement supérieur et universitaire, nous poursuivons un programme ambitieux de modernisation des infrastructures, de réforme académique et de digitalisation de la gouvernance. En 2025, plusieurs universités et instituts supérieurs à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu, Kikwit, Mbuji-Mayi et dans bien d'autres villes ont bénéficié de chantiers de construction et de réhabilitation. Bâtiments académiques, laboratoires, bibliothèques, homes d'étudiants, complexes sportifs, offrant à notre jeunesse des conditions d'études et de recherche à la hauteur de ses ambitions. Cette dynamique s'inscrit dans un vaste programme national d'expansion et de modernisation de l'enseignement supérieur. À ce titre, le lancement des travaux de construction de 14 universités supplémentaires est prévu dès le premier trimestre 2026. Ces nouveaux établissements seront conçus à une échelle encore plus ambitieuse, avec des infrastructures plus vastes, plus fonctionnelles et pleinement adaptées aux exigences contemporaines de la formation, de la recherche et de l'innovation. Chaque site s'inscrira dans une logique de campus intégré, doté de services essentiels et durables, centres de santé, solutions énergétiques fiables, voiries internes, accès sécurisé à l'eau, dispositifs de sécurité, ainsi que des pôles académiques modernes comprenant amphithéâtres, laboratoires de pointe, bibliothèques et espaces numériques. À travers cette nouvelle génération d'universités, notre objectif est de rapprocher l'excellence académique des provinces, réduire les inégalités territoriales d'accès au savoir et offrir à notre jeunesse un cadre d'apprentissage digne de ses talents, de sa créativité et de son ambition pour la République. 2 arrêtés majeurs ont en outre allégé les frais académiques des étudiants en situation de handicap et accéléré le déploiement de l'enseignement ouvert et à distance afin de garantir un accès plus équitable au savoir. Enfin, dans le domaine de la santé et de la recherche nucléaire, des avancées décisives sont engagées avec la structuration d'un projet stratégique de création d'un centre de cancérologie, d'une radiopharmacie nucléaire et d'une école supérieure dédiée. Conduit en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et le fonds OPEP,
Ce programme, en 2 phases, doit démarrer en 2026 et traduit notre engagement résolu dans la lutte contre le cancer et le développement de la recherche nucléaire appliquée. Mes très chers compatriotes, alors que la voix de la République démocratique du Congo s'affirme comme celle d'un partenaire crédible, un défi demeure central: développer le capital humain et combattre le chômage structurel. En 2025, le secteur de la formation professionnelle s'est résolument mobilisé en posant des fondations juridiques, réglementaires et opérationnelles solides pour une approche orientée vers l'employabilité, la certification et les besoins prioritaires du pays, à travers notamment la ratification de la Convention de l'UNESCO sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ouvrant la voie à des standards reconnus et une coopération renforcée, l'adoption des modalités d'élaboration des normes nationales de qualité, référentiels et homologation des programmes débouchant sur la création, une première dans notre pays, du répertoire national des formateurs et de leurs modalités d'exercice, le déploiement du cahier de l'apprenant qui harmonise le suivi des apprentissages, l'identification des apprenants, la traçabilité du fonctionnement des établissements. Pardon. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, dès le début de mon mandat, j'ai affirmé que la santé ne serait plus le parent pauvre de nos politiques publiques. L'année 2025 en apporte une nouvelle preuve en confirmant notre volonté de bâtir un système de santé plus humain, plus résilient et plus équitable au service de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Au cœur de cette ambition, la couverture santé universelle constitue l'un des piliers majeurs de mon engagement en faveur du bien-être collectif. Elle vise un objectif simple et juste: garantir l'accès à des soins de qualité sans que le coût ne soit une barrière, en particulier pour les plus vulnérables. C'est dans cet esprit qu'en 2025, nous avons lancé la gratuité des accouchements et des soins des nouveau-nés, première étape concrète de la couverture santé universelle. Les résultats déjà observés sont encourageants. Plus de 2,6 millions d'accouchements ont été pris en charge et la mesure est actuellement opérationnelle dans 14 provinces. Cette avancée sociale décisive rend aux mères la dignité de donner la vie sans la peur du coût et offre à nos nouveau-nés un départ plus sûr dans l'existence. Mais, je le dis avec lucidité, la généralisation de cette gratuité exige une sécurisation rapide et durable des financements, un renforcement de nos maternités en équipement et en ressources humaines, ainsi qu'un pilotage rigoureux, transparent et fluide des mécanismes de remboursement. C'est à ce prix que la gratuité deviendra partout une réalité pleinement effective et irréversible. Parallèlement, nous avons poursuivi un vaste programme de modernisation des infrastructures sanitaires, car la couverture santé universelle ne peut se déployer sans un réseau solide d'établissements modernes et fonctionnels. Ainsi, l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimayi a été totalement rénové, tandis que d'importants travaux de réhabilitation et d'équipement se poursuivent au centre hospitalier universitaire de Kinshasa, ex-Mamayemo, et à l'hôpital général de référence Jason Sendoué de Lubumbashi. Sur l'ensemble du territoire, les avancées sont sans précédent.
Des hôpitaux généraux ont été réhabilités ou modernisés à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Mbandaka et dans plusieurs autres villes. 357 centres de santé sont en construction ou en achèvement dans le cadre du PDL 145 territoires. 240 nouveaux établissements ont été livrés dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et de santé au Kasaï, au Kwilu et au Sud Kivu, et près d'1 millier d'établissements et structures de santé ont été équipés en matériel médical, en eau et en énergie solaire, sans oublier l'installation d'incinérateurs modernes pour une meilleure gestion des déchets biomédicaux. Ces investissements ne sont pas de simples chantiers. Ils traduisent une conviction profonde. Moderniser un hôpital, c'est renforcer un droit. Construire un centre de santé, c'est rapprocher la République de ses citoyens. En matière de sécurité sanitaire, nous avons consolidé notre capacité de riposte grâce au Centre des opérations d'urgence de santé publique, qui a permis une coordination plus rapide et plus efficace face aux épidémies. Notre pays a ainsi suivi et pris en charge simultanément plusieurs menaces majeures, choléra, rougeole, mpox, peste, tout en adoptant un plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra, signe d'une approche désormais anticipative et plus structurée. Je voudrais souligner un fait marquant. La République démocratique du Congo a une nouvelle fois démontré sa maîtrise des crises sanitaires en parvenant à contenir et éradiquer une flambée d'Ebola en un temps record, confirmant notre contribution à la sécurité sanitaire régionale et mondiale. Nous avons également poursuivi la lutte contre les grandes endémies avec des résultats significatifs. Pour le VIH, une nette progression de la cascade de prise en charge. Pour le paludisme, 29,1 millions de cas pris en charge avec des performances élevées de dépistage et de traitement. Pour la tuberculose, plus de 291 158 cas dépistés avec un taux de succès thérapeutique de 95%. Dans le même temps, nous avons pris en compte l'essor préoccupant des maladies non transmissibles, comme l'hypertension, le diabète, le cancer, la drépanocytose, et nous préparons des réponses plus intégrées, notamment avec la perspective d'un centre multidisciplinaire de cancérologie dès 2026. Enfin, l'année 2025 a posé des jalons importants vers une souveraineté pharmaceutique et un financement plus solide du secteur avec la production locale de 40 000 cures de tuberculostatique par une firme congolaise, l'installation de 13 unités de production d'oxygène médical dans 11 provinces, ainsi que le renforcement du financement domestique à travers la taxe de promotion de la santé et la mise en place progressive de mécanismes d'assurance maladie obligatoires. Je n'ignore pas les défis qui subsistent, comme l'insécurité persistante dans certaines zones de l'Est, des inégalités encore marquées dans la répartition du personnel et du plateau technique, ainsi que des contraintes budgétaires qui appellent une mobilisation plus soutenue de ressources publiques et des partenariats. Mais le cap est clair, la santé s'installe progressivement comme une garantie publique concrète et non plus comme une faveur réservée à quelques-uns. En 2026, notre objectif sera d'accélérer le deuxième palier de la couverture santé universelle, d'étendre la gratuité des accouchements et des soins néonatals à l'ensemble du territoire, de renforcer notre planification différenciée par province à travers le Master Plan Santé 2026 et de consolider la transformation numérique du système afin que la décision publique s'appuie sur des données fiables, accessibles et transparentes. La République
ne peut être pleinement forte tant qu'une mère craint d'accoucher faute de moyens, tant qu'un enfant meurt d'une maladie évitable, tant qu'un citoyen s'éloigne des soins par pauvreté ou par distance. C'est pourquoi, avec le gouvernement et l'appui de nos partenaires, nous poursuivrons sans relâche la construction d'un système de santé digne de notre peuple, à la hauteur de notre ambition nationale et de notre souveraineté retrouvée. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, la solidité de notre action sociale tient avant tout à la qualité et à la performance de l'administration publique qui la met en œuvre. C'est dans cet esprit que nous avons, en 2025, franchi une étape décisive dans la réforme de la fonction publique. Nous avons achevé un chantier historique, l'identification biométrique de l'ensemble des agents de carrière des services publics de l'État sur toute l'étendue du territoire national et jusque dans nos missions diplomatiques, assorties de la publication d'annuaires alphanumériques en format papier et numérique. Pour la première fois, l'État dispose d'une vision précise et exhaustive de ses effectifs, qui sert la nation, où et à quel titre. Dans le prolongement de cette avancée structurante, nous avons relancé la mise à la retraite avec plus de 15 000 agents admis à faire valoir leurs droits dans des conditions améliorées d'indemnité de fin de carrière. Nous avons engagé un rajeunissement qualitatif de l'administration en renforçant la formation initiale et continue à travers l'École nationale d'administration. Nous avons poursuivi la mécanisation massive des agents aux salaires et primes dans le cadre d'une nouvelle politique salariale et de la réforme de la sécurité sociale des agents publics. Nous avons accéléré la numérisation et la simplification des procédures afin de rapprocher les services publics du citoyen et de réduire les délais et les tracasseries. Nous avons promu l'égalité de genre et l'inclusion professionnelle des personnes vivant avec handicap au sein de l'administration. Nous parlons d'un héritage lourd. Près de 314 000 agents remplissent aujourd'hui les conditions de mise à la retraite. Pour traiter ce stock avec méthode, équité et responsabilité, un plan de départ échelonné sur 10 ans a été arrêté. Il vise à organiser la relève, à promouvoir un rajeunissement fondé sur le mérite et à préserver dans le même temps la soutenabilité de notre masse salariale. S'agissant du pilier essentiel du travail, depuis 2019, nous avons fait le choix de reconstruire la République en redonnant toute sa place à une économie créatrice d'emplois décents, à une régulation qui protège les travailleurs et à un État qui assume pleinement sa responsabilité sociale. Les avancées sont réelles, même si elles demeurent insuffisantes au regard de l'ampleur de nos défis. D'abord, nous avons posé un acte de justice sociale longtemps attendu, la revalorisation historique du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, de 7 075 francs congolais en 2018, il est passé à 14 500 en 2025. Et dès janvier 2026, il atteindra 21 500 francs congolais. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est un droit consolidé et un soulagement concret pour des millions de foyers. Ensuite,
nous avons entrepris de rétablir l'ordre et l'équité sur le marché du travail. L'Office national de l'emploi, l'ONEM, est en voie de modernisation, les contrôles sont renforcés et l'assainissement des services privés de placement se poursuit. Dans notre pays, nul ne devrait travailler sans contrat, sans droit, sans protection. C'est une exigence républicaine. Enfin, un progrès majeur a été réalisé en 2025. La couverture santé universelle a été étendue aux travailleurs du secteur informel, qui représentent une part essentielle de notre force productive. C'est une étape décisive vers une protection sociale plus inclusive et plus juste. L'année 2026 devra marquer un changement d'échelle. Les résolutions adoptées lors de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes deviendront la colonne vertébrale de notre politique nationale de l'emploi. C'est dans cet esprit que le Pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes entrera en vigueur et servira de feuille de route à l'ensemble des institutions publiques. Ensemble, avec courage et persévérance, nous bâtirons une République où le travail redevient la voie la plus sûre vers la paix, la cohésion nationale et la prospérité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, l'état de droit n'est pas une proclamation. Il se juge à la façon dont la justice fonctionne pour les plus faibles comme pour les plus puissants. Au cours de l'année, le gouvernement, en étroite collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, a poursuivi la transformation progressive de notre système judiciaire, conformément au plan national stratégique de développement, au programme d'action du gouvernement et aux recommandations des États généraux de la justice. Concrètement, l'inspectorat général des services judiciaires a été transformé en inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires avec des attributions clarifiées et des moyens renforcés afin d'assurer un contrôle effectif sur les magistrats et le personnel judiciaire. Des sanctions disciplinaires significatives ont été prises contre les magistrats et autres agents fautifs, en particulier dans des dossiers de spoliation foncière et immobilière, traduisant notre volonté de rompre avec la culture de l'impunité au sein même de l'appareil judiciaire. 2500 nouveaux magistrats ont été recrutés, formés et intégrés dans le système de paix, je l'ai dit, en vue de combler le désert judiciaire et de rapprocher la justice des justiciables sur l'ensemble du territoire. Ce mouvement de fond vise une magistrature plus intègre, plus disponible, plus professionnelle, capable de restaurer la confiance de la population. L'État a investi dans des infrastructures judiciaires dignes de ce nom, construction du palais de justice de Kalemi, construction du siège de la Cour constitutionnelle, réhabilitation du palais de justice de Mbandaka et du tribunal de grande instance de Tchikapa, construction de prisons modernes à Mbandaka et à Bunia, réhabilitation et modernisation du bâtiment principal du palais de justice de Kinshasa-Gombe, abritant le ministère de la Justice, le secrétariat général de la Justice, quelques instructions, parquets et autres services judiciaires.
La justice ne peut être respectée que si elle se donne à voir comme un service public organisé, accessible et moderne. Plusieurs chantiers normatifs majeurs ont été engagés ou poursuivis. L'avant-projet de loi organique modifiant la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire afin d'intégrer les conclusions des États généraux de la justice, l'avant-projet de loi fixant les principes fondamentaux de la justice transitionnelle, transmis au bureau de l'Assemblée nationale, le plan d'action national de troisième génération relatif à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, élaboré, validé et en cours de vulgarisation. Voilà ce qui a été fait au niveau de la justice. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, malgré les blessures infligées par la guerre et les convoitises sur nos ressources, notre pays continue d'assumer une responsabilité disproportionnée dans la stabilité du climat mondial. Pays de forêts tropicales primaires, de tourbières riches en carbone, d'une biodiversité et d'eau douce exceptionnelle, la République démocratique du Congo est l'un des cœurs vivants de la régulation climatique de la planète. Nous sommes un pays solution. Ce n'est pas un slogan, c'est un fait écologique. Mais nous ne pouvons plus être un pays solution à crédit moral. Le temps où l'Afrique centrale protégeait en silence pendant que le monde consommait sans compter est révolu. Mais la crise climatique n'est pas seulement environnementale, elle est d'abord une crise de justice. Ceux qui ont le moins émis payent aujourd'hui le tribut le plus lourd. Nos populations font face aux inondations, aux sécheresses, à l'érosion, à l'insécurité alimentaire, tandis que les financements promis arrivent trop lentement, trop partiellement et trop conditionnellement. Corriger cette injustice est au cœur de notre action diplomatique et de notre agenda mondial. Ainsi, nous avons œuvré cette année à la consolidation de notre arsenal juridique et opérationnel, aménagement du territoire, foresterie communautaire, droits des peuples autochtones, régulation des marchés carbone, pour orienter durablement l'usage des sols et la valorisation de nos écosystèmes. À l'initiative du gouvernement, un centre régional d'excellence sur les marchés de carbone en Afrique est en lancement pour faciliter l'accès au financement et garantir l'intégrité des transactions en complément de travaux sur une taxe carbone et un marché interne destinés à sécuriser des ressources domestiques prévisibles. En outre, une task force économie circulaire et déchets pilote l'industrialisation de la valorisation des déchets avec un paquet d'allègements fiscaux ciblés pour moderniser les filières et soutenir leur viabilité. Ces chantiers installent un cadre moderne, transparent et protecteur des libertés et de l'investissement vert. 2025 restera surtout comme l'année où notre pays a franchi une étape historique avec la création du couloir vert Kivu-Kinshasa, la plus grande aire protégée communautaire du monde.
Créé par décret numéro 25/101 du 15 janvier 2025, ce dispositif place la conservation avec les populations au cœur d'un développement sobre en carbone. Une aire protégée à vocation communautaire d'environ 540 000 km², dont 285 000 km² de forêt et plus de 100 000 km² de forêt primaire intacte, articulée à des corridors logistiques, énergétiques et agro-industriels. L'ambition est triple: protéger plus de 100 000 km² de forêt primaire, créer des emplois et des revenus en substituant l'économie de la guerre par des activités légales et durables, et stabiliser et sécuriser l'Est de notre pays. Les objectifs assignés comprennent la création de 500 000 emplois, la transformation et le transfert annuel d'1 million de tonnes de denrées de l'Est à l'Ouest et la montée en puissance d'infrastructures sobres comme les brigades routières, les solutions d'énergie propre, la conversion des foyers à la cuisson électrique, la production du biodiesel à partir de l'huile de palme, la conception d'un système de transport intégré, incluant le transport fluvial, routier avec une chaîne de froid et une compagnie aérienne dédiée, la Fly Congo River, opérationnelle dès le premier trimestre 2026 pour la logistique et le tourisme dans le couloir. Les perspectives 2026 prévoient l'extension des brigades routières sur 2000 km de routes nationales, la construction de 12 bases opérationnelles avancées de protection civile dans les zones touchées par les ADF NALU, des centres de formation professionnelle, la mise en place des plantations pilotes de cacao et de palmiers à huile dans 6 des provinces traversées par le couloir, une microfinance dédiée à l'entrepreneuriat agroalimentaire et la mise en service de pistes et appareils légers pour desservir une vingtaine de villes aujourd'hui enclavées. La gestion et la valorisation des déchets deviennent un pilier industriel et social. Réduction à la source, collectes inclusives, transformation en ressources économiques et énergétiques et facilités fiscales pour les technologies propres. C'est une politique de santé publique, d'emplois locaux et de réduction des émissions diffuses, bois, énergie, dépôts sauvages, qui renforce la résilience urbaine et la dignité des quartiers populaires. Nous ne défendons pas la forêt contre notre peuple. Nous la défendons avec notre peuple, pour notre peuple et pour l'humanité. Les mécanismes paiement au résultat, le partage des bénéfices, la reconnaissance des droits coutumiers et l'emploi local sont la condition de la durabilité. Sur la scène internationale, nous œuvrons avec le Brésil et l'Indonésie à la consolidation d'une alliance des 3 grands bassins tropicaux. À ce titre, nous saluons l'initiative brésilienne Tropical Forest Forever Facility, TFFF, dont la logique paiement pérenne fondée sur la performance versée avec transparence va dans le sens d'une valeur réelle attribuée aux services écosystémiques et d'un fléchage des bénéfices vers les premiers gardiens de la forêt, à savoir les peuples autochtones, les communautés locales et les gestionnaires d'aires protégées. Nous souhaitons l'arrimage de ce mécanisme aux priorités nationales, en complément des outils que nous mettons en place, comme le Centre d'excellence carbone, le marché interne et l'économie circulaire, pour que chaque dollar mobilisé
deviennent des hectares préservés, emplois créés et tonnes de CO évitées chez nous. Mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo n'attend pas d'aumône. Elle propose un partenariat. Nous sommes prêts à protéger nos forêts et à accélérer l'adaptation si le monde accepte enfin de payer le juste prix de cette protection et de l'action locale. Nous sommes prêts à bâtir une économie décarbonée et inclusive si les promesses se transforment en décaissement et en transfert de technologie. Nous sommes prêts à demeurer un pays solution, mais dans un cadre de justice climatique et de prospérité partagée. Par ailleurs, et pour soutenir cette ambition, je demande au gouvernement et au Parlement de consolider la base juridique et budgétaire du couloir vert Kivu-Kinshasa et des programmes d'adaptation urbaine et rurale, d'achever le paquet réglementaire sur les marchés carbone, la diligence raisonnable des chaînes d'approvisionnement et l'économie circulaire, afin de capter des financements nouveaux et de protéger nos écosystèmes et d'institutionnaliser un tableau de bord public de la performance climatique et de l'économie verte, assorti d'une reddition de comptes annuelle devant la représentation nationale. Tel est le sens de notre engagement. Transférer la nature en pacte de dignité pour nos populations. Et la justice climatique en réalité vécue dans chaque territoire de la République. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, une nation ne tient debout que si ses institutions sont solides, si son économie se transforme et peut-être surtout si son âme demeure vivante. Cette âme, ce sont nos langues et nos arts, nos mémoires et nos croyances, nos musiques et nos danses, notre littérature et notre contenu local. C'est là que se forge, par-delà les blessures de l'histoire et les défis du présent, la conscience intime d'être Congolais. Cette année encore, nous avons poursuivi la vision que j'ai portée devant vous, celle de faire de la culture et de l'identité nationale un levier de cohésion, de rayonnement et de création de richesses. Grâce à notre coopération avec la République populaire de Chine, le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa est désormais pleinement opérationnel. Un lieu de formation, de création et d'innovation ouvert aux talents de toutes nos provinces, de la région, du continent et de la diaspora. Pour mieux protéger les artistes, leurs œuvres et leurs revenus, le gouvernement met en place une structure publique de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins. Alignée sur les bonnes pratiques de l'espace OHADA, cette réforme assurera le recouvrement effectif de la rémunération pour copie privée, ressource essentielle pour les créateurs et l'investissement culturel. Elle s'appuiera sur la coopération engagée avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs et associera les professionnels aux organes de gouvernance selon des critères objectifs. L'urgence est réelle, nous répondons aux doléances trop longtemps ignorées des créateurs. Pour la première fois depuis l'indépendance, notre pays s'est doté d'une ordonnance-loi encadrant le financement de la culture, la protection et la promotion des langues nationales et locales, la restitution des biens culturels sortis illicitement, l'économie de la culture et la promotion des arts, musique, lettres, cinéma, danse, etc.
Elle est complétée par un décret fixant le statut de l'artiste et du professionnel de la culture, une avancée fondatrice. Nous avons renforcé notre présence diplomatique et culturelle en Amérique latine en ouvrant un axe sud-sud stratégique avec le Mercosur, Uruguay, Brésil, Argentine, au service de nos industries créatives. La République démocratique du Congo déploie parallèlement un centre culturel à Paris, attendu d'ici janvier 2026. Ayant co-présidé les consultations africaines au Mondial Culte 2025, notre pays s'affirme comme un acteur de premier plan du multilatéralisme culturel et porte-voix africain pour l'intégration de la culture dans l'agenda post-2030. Cette dynamique se poursuivra l'année prochaine avec, entre autres, reconnaissance nationale de la rumba et du tissu Kuba, la création du Grand Prix congolais du livre, Valentin Yves Moudimbe, la réglementation du secteur cinématographique, le répertoire numérique des arts et de la culture, la relance de la coopération au sein du Centre international des civilisations Bantou, le CICIBA, et la formalisation du bureau de liaison de l'Institut Goethe. Dans un contexte de guerre hybride et de désinformation orchestrée contre notre pays, le gouvernement, avec l'appui du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, du Conseil national de cyberdéfense et de l'Agence pour le développement du numérique, agit pour protéger notre espace informationnel des discours de haine, des manipulations et des campagnes visant à fracturer la cohésion nationale. Par l'élaboration d'une politique sectorielle de la communication et d'un avant-projet de loi sur l'organisation des médias, nous assumons une souveraineté narrative qui ne s'oppose pas à la liberté. Elle la garantit en la mettant à l'abri des ingérences et des mensonges. La mise en œuvre effective de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 sur la liberté de la presse et de l'information, appuyée par des textes d'application relatifs à la création des médias et à l'accréditation des professionnels étrangers, installe un cadre moderne, transparent et protecteur des libertés. Dans le même temps, des mesures fiscales et parafiscales allègent les charges des médias, modernisent leurs outils et renforcent leur viabilité économique, car un média économiquement asphyxié ne peut être véritablement libre. La jeunesse congolaise, cœur de notre identité nationale, est notre première richesse, notre plus grande promesse et notre responsabilité la plus urgente. Dans un pays où elle représente la majorité de la population, notre devoir est de lui ouvrir des horizons, des compétences, des emplois, des financements et une place entière dans la construction de la République. C'est avec cette conviction que le ministère de la Jeunesse, en partenariat avec les services publics concernés, le secteur privé et nos partenaires, a organisé la première édition du Village des opportunités des jeunes, du 3 au 5 décembre dernier, au stade Tata Raphaël. Plus de 12 000 jeunes y ont trouvé un espace concret de formation, d'orientation et d'accès aux opportunités. Plus de 2190 formés, plus de 235 stages accordés, plus d'une cinquantaine de recrutements et plus de 30 jeunes sélectionnés pour des financements ou préfinancements. Ce rendez-vous illustre la méthode que nous voulons généraliser, mettre l'État, l'entreprise et la jeunesse à la même table pour transformer le potentiel en emploi réel. C'est à cette même jeunesse que je tiens à m'adresser directement
lors d'un face-à-face ce 13 décembre. Et c'est à elle que je réitère ce pacte moral. L'État vous doit des opportunités réelles. Vous devez à la nation votre énergie, votre excellence et votre loyauté à la République. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, le sport est pleinement reconnu comme un vecteur de cohésion nationale et de rayonnement international. En 2025, la gouvernance du secteur s'est renforcée avec la tenue d'un atelier national réunissant les ministres provinciaux des sports et la création d'une commission de suivi des résolutions des États généraux du sport. Tandis que notre pays a accueilli pour la première fois l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, un honneur particulier pour la nation. Sur le terrain des infrastructures, la construction en cours de la cité sportive olympique de Kisangani et le lancement des stades de proximité à Kinshasa avec l'appui de l'Agence française de développement dessinent le maillage sportif de demain. Nos athlètes, quant à eux, ont porté très haut le drapeau national en remportant des médailles d'or aux championnats d'Afrique et aux compétitions mondiales, du Scrabble aux luttes associées, en passant par les premiers Jeux scolaires africains et en qualifiant nos léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'année s'achève d'ailleurs sur une note festive après la double performance de nos léopards aux éliminatoires intercontinentaux qui ont eu lieu récemment au Maroc. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est plus qu'à 90 minutes d'une qualification historique à la Coupe du Monde. 52 ans après notre seule et dernière participation. Je nourris la foi et la conviction que notre drapeau flottera au concert des nations de football en 2026 aux Amériques. À travers chaque victoire, chaque podium, chaque hymne entonné à l'étranger, c'est la fierté d'être Congolais qui se renforce, au-delà de toute frontière politique ou communautaire. Par la culture et par le sport, nous consolidons le socle immatériel de notre nation. Nous voulons un Congo qui ne subit plus les récits des autres, mais qui s'assume, se raconte et s'invente lui-même. Un Congo où chaque enfant, où qu'il soit né, voit dans le drapeau national non un symbole lointain, mais le miroir de sa propre dignité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs réunis en congrès, mes chers compatriotes, au terme de ce tour d'horizon, je veux d'abord rappeler une évidence. L'année qui s'achève n'a pas été de tout repos pour notre nation. Nous avons continué à faire face à une guerre d'agression injuste, à la persistance des groupes armés et aux chocs économiques extérieurs, aux effets visibles de changement climatique, aux attentes toujours pressantes de notre jeunesse, ainsi qu'aux exigences croissantes de transparence et de redevabilité. Pourtant, malgré les vents contraires, la République démocratique du Congo n'a pas cédé. Elle ne s'est pas résignée. Elle n'a pas renoncé à elle-même. Elle a résisté. Elle a avancé. Et elle a prouvé, une fois encore, que la force d'une nation ne se mesure pas à l'absence d'épreuves, mais à la capacité de les surmonter sans perdre son âme. Aujourd'hui, plus que jamais, nous savons où nous allons, avec qui nous y allons
et comment y parvenir. Notre cap est clair: protéger, produire, rassembler. Protéger nos populations et nos frontières, produire de la valeur ici par le travail, la transformation locale et la bonne gouvernance de nos ressources, et enfin rassembler la nation autour d'un projet d'exigence, de justice et d'espérance. Notre trajectoire de transformation n'a pas encore atteint son rythme de croisière, je le sais. Elle comporte encore des lenteurs, des insuffisances, des retards et des erreurs que nous avons le devoir de corriger. Mais elle est guidée par une ambition stable et intangible: bâtir une République plus stable, plus moderne et plus prospère. Une République où la croissance se traduit en mieux-être réel pour chaque famille. Une République où nos ressources naturelles cessent d'être un objet de convoitise ou de conflit pour devenir un levier d'industrialisation, d'emploi et de justice sociale. Une République où la jeunesse trouve des opportunités à la mesure de son talent, de son audace et de ses rêves. À chaque Congolaise et à chaque Congolais, de nos villages les plus reculés aux quartiers les plus densément peuplés de nos villes, je veux redire ma foi profonde en notre pays. Nous ne sommes pas condamnés à la fatalité de la guerre, du retard et de la pauvreté. Nous sommes capables de faire triompher la paix, de consolider la cohésion nationale et d'enraciner durablement l'état de droit. Oui, la République démocratique du Congo est appelée à être un pays solution pour l'Afrique et pour le monde. Pays solution pour le climat, par la puissance de nos forêts et de nos tourbières. Pays solution pour la transition énergétique, par nos minerais critiques et notre potentiel hydroélectrique unique. Pays solution pour la paix, par notre expérience, notre résilience et notre engagement en faveur d'un multilatéralisme juste et efficace. Cette vocation n'est pas un slogan, c'est une responsabilité. Elle exige de nous l'unité, la discipline collective, la vigilance morale et le courage du travail bien fait. En refusant la haine et la division, en combattant la corruption et l'impunité, en privilégiant la justice, la solidarité et l'excellence, nous pouvons transformer notre potentiel en prospérité partagée. Tel est le sens de mon engagement. Tel est le sens de l'action du gouvernement. Je ne vous promets ni l'aisance sans effort, ni la réussite sans persévérance. Je vous promets un État qui protège, qui abrite avec justice, qui paye ce qu'il doit et exige ce qu'il faut. Ensemble, faisons en sorte que nos engagements ne soient plus des annonces, mais des résultats mesurables, publiés et vérifiés trimestre après trimestre devant la nation. Notre histoire nous a appris deux choses simples. Nous ne sommes jamais condamnés et nous ne sommes grands que rassemblés. Alors, choisissons résolument la vie, la dignité, le travail bien fait. Choisissons un Congo qui n'attend plus, mais qui avance en paix, en justice et en solidarité. C'est dans cet esprit que je réaffirme devant vous et devant la nation ma détermination indéfectible à continuer à servir la République démocratique du Congo, à protéger l'intégrité de son territoire, à défendre la dignité de son peuple et à ouvrir pour nos enfants un avenir de paix et d'espérance. Je voudrais, pour conclure, adresser cette prière à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je voudrais, pour conclure,
adresser cette prière à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous